Donc bonjour, Bruno Jarosson, Stratégie de la désobéissance. Le livre de Bruno est parmi les nombreux livres qu'il a écrits et un des, pour moi, des moins connus parmi la vingtaine qu'il a écrit et pourtant pour moi un des plus porteurs. Et je l'avais contacté sur ce thème parce que je voulais faire un article pour un magazine pour lequel je travaille. Donc on a fait avec succès un article et 5-6 vidéos associées qui ont plutôt bien fonctionné. Et je me suis dit que je voulais le faire partager aussi auprès des alumni avec des exemples vivants et une interaction avec vous. Donc la désobéissance par rapport à soi-même pour définir ses propres règles du jeu. Désobéissance par rapport au temps, qui est un thème que Bruno aborde dans plusieurs de ses livres. Désobéissance par rapport au passé, par rapport au futur. Et désobéissance par rapport aux autres. Donc il y a cette logique de règle du jeu qui m'apparaît particulièrement intéressante, que ce soit par rapport à soi, par rapport au marché. Et à toi de jouer. Merci. Bon, alors explorer ce thème de la désobéissance, c'est un peu un défi. D'abord, je ne suis pas très fier de ce thème parce que hier, mon troisième fils, s'est pris 7 heures de colle. Alors, je lui ai dit arrête de désobéir. Il me dit t'es malin de me dire ça. Bon, donc il a peut-être un peu trop bien suivi les leçons et on va voir justement que le concept de la désobéissance doit être vu avec esprit de finesse et non pas avec esprit de géométrie. Je le prendrai sous 3 angles, celui de la communication, celui de la décision et celui de la stratégie. Alors, pour ce qui est de la communication, je dois vous raconter une histoire qui est arrivée au psychothérapeute Milton Erickson, donc qui est l'inventeur des thérapies courtes et qui avait des résultats absolument étonnants au cours de ces thérapies. Un jour, une jeune fille vient le voir et lui dit « Voilà, je suis désespéré et j'ai décidé de me suicider. Mais comme on m'a dit que vous étiez un thérapeute hors du commun, eh bien, j'ai décidé de prendre 3 mois avant de me suicider et pendant 3 mois de venir en thérapie avec vous. » Alors, dans cette définition du réel, si quelqu'un vous dit « je veux me suicider », je dirais obéir à cette réalité, c'est essayer de le convaincre de ne pas le faire. Et c'est justement ce que ne va pas faire Milton Erickson. Il lui dit « bon, très bien, donc pendant 3 mois, vous faites ce que je vous demande ». Il dit « oui », et il constate que cette jeune fille est mal coiffée, mal fagotée, etc. Et il lui dit « bon, bah, écoutez, vous allez aller dans tel magasin, le plus cher de la ville, ça se passe à Phoenix, en Arizona, et acheter tous les vêtements qu'on vous conseillera la vendeuse. » Elle dit « oui, mais ça va me coûter très cher ». Il dit « oui, mais puisque vous vous suicidez dans 3 mois, ça n'a pas d'importance ». Il dit « ah oui, ça c'est logique ». Donc elle le fait, la fois suivante, elle revient, c'est bien habillée, il remarque qu'elle est mal coiffée, et il lui dit « vous allez aller chez tel coiffeur le plus cher de la ville et faire tout ce qu'on vous dira, manucure, maquillage, coiffure, etc. » Il dit « oui, mais ça va me coûter un argent fou ». Il dit « certes, mais puisque vous vous suicidez bientôt, ça n'a aucune importance ». D'accord. Et puis là, elle lui dit, mais la 3e fois, donc elle vient, elle est bien habillée, bien coiffée, elle a déjà un peu plus d'attrait, et il lui dit, mais pourquoi vous souriez jamais ? Elle dit, ah non, m'en parlez pas, je ne peux pas sourire parce que j'ai les dents écartées ici. Et donc c'est moche, j'ai un vilain sourire. Il lui dit, bon, puisque vous avez les dents écartées, vous allez vous entraîner à envoyer des jets d'eau dans votre salle de bain. Elle dit, oui, c'est idiot. Il dit, oui, bien sûr, c'est idiot, mais puisque vous vous suicidez bientôt, vous avez bien le droit aussi de faire des choses idiotes. Et elle apprend à faire ça. Et là, elle lui raconte une histoire, la fois suivante extraordinaire. Elle dit, figurez-vous que depuis quelque temps, chaque fois que je vais à la machine à eau chercher de l'eau, il y a un jeune homme, je le croise tout le temps. Alors effectivement, ça c'est une histoire stupéfiante, jamais l'histoire de l'humanité n'a vu une chose aussi étonnante. Je lui dis, ah bah oui, ça c'est extrêmement étonnant. Et alors, je voudrais bien sourire, mais bon, c'est pas très simple. Et il lui dit, bon bah écoutez, puisque vous n'arrivez pas à sourire à ce garçon, je vous propose la chose suivante. La fois suivante, vous mettez de l'eau dans votre bouche et comme vous êtes entraîné à envoyer des jets d'eau, vous l'envoyez un jet d'eau à la figure. Il dit, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, je risque ma place, ça ne se fait pas, etc. Il dit, oui, oui, bien sûr, mais puisque vous allez bientôt vous suicider, ce n'est pas grave. Et la fois suivante, elle vient, elle dit, alors vous l'avez fait, oui, alors, très bien, et dit, et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle dit, je suis parti en courant, mais le lendemain, figurez-vous qu'il m'attendait avec un pistolet à eau, il m'a arrosé avec un pistolet à eau. Il dit, oui, et alors ? Elle dit, là, je suis parti en courant moins vite, ce qui lui a permis de m'inviter à dîner. Ah bon, et vous devinez la suite de l'histoire. 1 an plus tard, il recevait le faire-part de naissance du premier enfant de la demoiselle qui avait convolé un juste noce et de suicide. Il ne fut plus question.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Il y a une capacité à changer l'autre par une désobéissance réelle qui se masse sous une obéissance apparente. Je veux dire quoi? Je veux dire que, en général, quand nous voulons changer les autres, nous communiquons, nous essayons de les persuader. Ce qui est désobéir à leur relation réelle, mais ne permet pas d'entrer en relation, donc de les influencer, donc il n'y a pas de possibilité de désobéissance réelle. La désobéissance n'est que formelle. Là, Milton Erickson avait un principe de base. Il disait, pour changer quelqu'un, il faut entrer en relation. Si vous n'entrez pas en relation avec la personne, vous ne la changez pas. Et pour entrer en relation, il ne faut jamais nier la représentation de l'autre. Quoi que mes personnes me disent sur elle, je l'accepte. Elle me dit qu'elle veut se suicider dans 3 mois, très bien. Je ne discute pas de ça. Non seulement j'en discute pas, mais j'en fais le pivot de ma thérapie. C'est-à-dire que tout s'était fondé sur l'idée que tout ce qu'il lui demandait était fondé sur l'idée que ça n'avait pas d'importance puisqu'elle allait se suicider dans 3 mois. Ce qui lui permet d'entrer en relation avec la personne et ce qui lui permet, bien sûr, de la faire désobéir à elle-même, c'est-à-dire de la changer. Alors le disciple de Erickson, c'était un certain Paul Václavic, donc, qui a popularisé les thérapies brèves et qui a écrit un livre fantastique dans les années 60 qui s'appelle Une logique de la communication. Alors il donne des règles de la communication, je vous en ai cité 2, c'est 2 qui m'intéressent ce soir, il y en a d'autres. Hein. Il dit, premièrement, première règle, on ne peut pas ne pas communiquer. Vous êtes face à quelqu'un, vous vous dites, je ne veux pas communiquer, je fais la gueule. À ce moment-là, vous envoyez le message, je te fais la gueule, ce qui est une communication. D'accord? Donc, l'inverse d'une communication est une communication, est un message. Un non-message est aussi un message. Donc, la communication n'a pas d'inverse. Ce qui veut dire que dans nos interactions avec les autres, nous sommes dans des interactions de communication qui vont nous poser la question de savoir à quelle réalité je vais obéir. Et un autre point que souligne Václavic, c'est que toute communication engage 2 niveaux. Le contenu et la relation. Et il dit, ce dont on parle dans la communication, c'est le contenu, mais ce qui se joue, c'est la relation. Je vous donne un exemple. Un jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur très énervé. Il était très énervé parce qu'on se connaissait et j'avais laissé un message à son associé que je ne connaissais pas, pour le solliciter sur quelque chose. Donc il était très énervé parce qu'il pensait que c'était à lui que j'aurais dû m'adresser. Donc il m'appelle très énervé, il me dit, monsieur, j'attends vos explications. Ça, c'était le contenu. Et moi, je vais gérer la relation, la communication au niveau de la relation. Et qu'est-ce que je décris dans la relation? C'est que me demandant de me justifier, il fait une prise de pouvoir sur moi. Donc je lui réponds oui. Il me dit, comment ça, oui? Je dis, oui, vous attendez mes explications. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, attendez. Il dit, je ne comprends pas. Je dis, mais qui vous a dit que je devais vous expliquer ce que je faisais? D'où ça sort? Et là, donc je lui explique qu'il essaye de prendre un pouvoir et je dénonce la relation. En fait, je lui dis, je ne vais pas discuter du contenu, je vous dis que la relation de pouvoir que vous voulez avec moi ne me convient pas. Donc on va d'abord se mettre d'accord sur la relation, après on pourra discuter. D'accord? Donc là, je fais une désobéissance essentielle. Je dis, oui, vous attendez. Alors il me dit, oui, non, mais je voulais vous dire. Alors là, je l'interroge, je dis, finalement, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Maintenant qu'on a rééquilibré la relation, quel est le contenu de ce que vous vouliez me dire? Il ne savait pas du tout ce qu'il voulait me dire. Vous voyez? Donc, ceci pour vous dire que tant que je discute du contenu dans une communication, j'obéis à la définition de la relation, y compris si elle ne me convient pas. Alors que la première question que j'ai à me poser dans une communication, dans un échange, c'est cet échange définit un certain mode de relation. Est-ce que ce mode de relation me convient? Est-ce qu'il est équilibré? Parce que, alors, si vous avez des ados, ils sont très forts pour ça. Faites tes devoirs. Non, mais ça ne se fait pas, pourquoi je les ferais? Alors, mon petit dernier, là, qui a 13 ans et qui est assez retors, je lui dis, écoute, mon chéri, le jour où j'aurai besoin de conseils sur mon rôle de père, ce n'est pas forcément à toi que je les demanderai, mais de toute façon, en attendant, je ne te demande pas ton avis. Je te dis, tu fais ça. Autrement dit, je resitue la relation telle qu'elle doit être, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de passer dans mon entretien de recrutement devant toi. Alors que sa mère, qui n'est pas du tout retors,
Et tous les 15 jours, elle passe son entretien de fin d'année avec son fils, quoi. Parce que, évidemment, l'adolescent, il est très, très, très fort pour retourner la relation. Bon. Donc, vous voyez que la question de la communication engage cette question-là, c'est est-ce que j'obéis ou pas à la définition de la relation? Et le fait de s'interroger et de pouvoir de contester la définition de la relation est une forme de désobéissance qui a un potentiel de changement. Qu'est-ce que nous faisons habituellement dans la communication? Eh bien, sachez que la méthode de changement la plus utilisée dans les entreprises, c'est la persuasion. C'est-à-dire, dès qu'on veut faire un changement, on se pose la question suivante, c'est comment on va communiquer, comment on va expliquer. Alors, quels sont les postulats de la persuasion? Eh bien, je me dis que ce que je veux changer, c'est ce que fait l'autre. Et je suis sorti là du management autoritaire où j'utilise le rapport de force pour faire changer l'autre. Sinon, si j'utilise le rapport de force, je ne me pose même pas la question de la communication. Et donc je me dis, mais ce que fait l'autre dépend de ses croyances. Et en communiquant, je vais changer ses croyances. Voilà, ça c'est la méthode de changement la plus utilisée dans les entreprises. Alors on va la tester tout de suite, on va tester son efficacité. Est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle? Oui, tu es fumeur, Hervé? D'accord. Bon, alors on va tester. Donc, Hervé, je vais t'expliquer que c'est mauvais pour ta santé de fumer. Et si la méthode marche, tu me crois, Hervé? Eh bien, donc, tu vas arrêter de fumer. Vous voyez le degré d'efficacité. Et ça me frappe de voir à quel point, dans les entreprises, la méthode de changement la plus utilisée est celle qui marche le moins. Alors, il y a une raison pour ça. C'est que c'est une méthode toujours disponible. Ça ne coûte rien de l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a des méthodes pour arrêter de fumer? Oui, bien sûr. Il y a des méthodes pour changer, mais ce n'est pas celle-là. Bon, alors pourquoi ça ne marche pas? Premier postulat, c'est quand je dis quelque chose à quelqu'un, il me croit. Postulat de communication hypodermique, c'est-à-dire ma communication entre dans le cerveau de l'autre comme le contenu de la seringue entre dans mon corps quand on fait une piqûre. Absurde. Pourquoi? Parce qu'il se passe deux phénomènes. D'abord, quand vous communiquez à quelqu'un, vous dérangez ses représentations. Donc, il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Et deuxièmement, s'il l'accepte, ça suppose de reconstruire ses représentations. Ce qui veut dire que ce que la personne comprend est toujours un peu différent de ce que vous dites. Comme disait Alan Greenspan, si vous m'avez bien compris, c'est que je n'ai pas été clair. Le malentendu est l'essence de la communication. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il comprend quelque chose à partir de ce que vous avez dit. Pas forcément ce que vous avez dit. Confère ça. Alors, évidemment, dans les entreprises, on attend d'être dans le couloir pour rigoler. Mais bon, c'est un autre sujet. Deuxième point faible, postulat de rationalité, quand je crois quelque chose, j'agis en conformité avec ce que je crois. Un jour, je suis arrêté dans un village des Vosges à 105 km/h, limité à 50 ou 60. Et assez curieusement, le policier, qui connaissait peut-être pas ce schéma, me fait des questions sur la persuasion. Il me dit, mais monsieur, vous ne sympathisez pas avec la cause de la sécurité routière? Je lui dis, mais si, je sympathise complètement. Il dit, alors pourquoi vous traversez un village à 105 km/h? Je lui dis, c'est très simple, en fait, je vais faire une conférence, j'ai loué une voiture, on me l'a donné 2 heures en retard, donc j'ai 2 heures de retard pour aller faire ma conférence, donc j'essaye de gagner du temps. Voilà. Et là, il me dit, mais votre conférence, c'est sur quoi? Et je lui dis la vérité, je lui dis, c'est sur le temps. Il me dit, vous commencez très mal. Ce qui était assez finement observé. Mais il n'en demeure pas moins qu'il venait de découvrir que ce schéma ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours plusieurs causes à une action. Autrement dit, je vais agir en fonction de mes croyances, sauf si j'ai une bonne raison d'agir différemment. Je vais respecter les limitations de vitesse, parce que je sympathise avec la cause de la sécurité routière, sauf si j'ai une raison pressante de ne pas le faire. Il y a toujours plusieurs causes à un acte. Hervé va peut-être s'arrêter de fumer s'il en est convaincu, sauf s'il en a trop envie. Parce que la vraie raison pour laquelle le fumeur fume, c'est pas parce qu'il croit que c'est bon pour la santé, c'est parce qu'il en a envie. Donc ce schéma ne change rien à ça. Alors, vous voyez que par rapport à ça, la désobéissance, c'est tout autre chose dans la communication. Pourquoi? Parce que là, je suis dans le refus de la représentation de l'autre. Je vais t'expliquer, j'ai raison et tu as tort. D'accord? Et donc, pourquoi ça ne marche pas? C'est que déjà, je n'entre pas vraiment en relation avec l'autre quand je fais de la communication.
d'accord, puisque je ne prends pas en compte sa représentation. Milton Erickson, il y a une autre histoire assez célèbre, c'était l'histoire d'un petit gamin, alors vous avez peut-être eu ça chez vous, qui se réveillait la nuit, cauchemar, il avait vu des monstres. Votre gamin, toutes les nuits, se réveille et dit les monstres, les monstres. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la solution de bon sens, qui ne marche pas, c'est de lui expliquer qu'il n'y a pas de monstres. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous refusez ça. Lui, il a vraiment rêvé qu'il y avait des monstres. Donc, il a vraiment vu des monstres. Donc si vous lui expliquez qu'il n'y en a pas, vous lui expliquez qu'il a tort, et donc vous ne communiquez pas avec lui. Et un jour, Milton Erickson, donc on lui fait part du cas, il dit, bon, écoutez, je vais m'en occuper, mais surtout, ce que je vais faire, vous n'allez pas à l'encontre. Et un soir, il sonne, et il dit aux parents, c'est bien ici qu'il y a un petit garçon qui voit des monstres la nuit. On m'a signalé ça. Il dit, oui, oui, tout à fait. Il dit, ça ne m'étonne pas, on en a signalé beaucoup dans le quartier. Et il va voir le gamin, il lui dit, oui, tu vois des monstres toutes les nuits? Ah bah oui, bien sûr, c'est un classique. Il dit, ben, j'ai amené une potion qui tue les monstres. Et il met la potion dans le bol à côté de son lit. Il dit aux parents, quand il dort, vous allez vider le bol. Au milieu de la nuit, le gamin se réveille, les monstres, les monstres. Les parents arrivent et disent, ah oui, les monstres sont passés. La preuve, le bol est vide. Mais avec ce qu'ils vont avaler, c'est sûr qu'on ne les reverra plus. Ils sont morts. Et l'enfant ne voit plus de monstres. Vous voyez que là, il y a une prodigieuse désobéissance à la logique, à la rationalité de l'adulte, mais il y a un effet sur le changement. Alors, vous voyez, si vous voulez obtenir un changement, il ne faut pas persuader, mais il faut définir la relation. La première chose que vous avez à faire, c'est de dire, est-ce que la relation me convient, hein? Et éventuellement, c'est au niveau de la relation que vous avez le droit de désobéir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter la relation. Alors je vous ai mis Churchill parce qu'il y a une histoire célèbre, je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est une histoire, c'est un très bon exemple d'argumentation politique, mais ça se passe dans les années 50, Churchill est Premier ministre à la Chambre, il n'est pas réputé pour sa patience, et il y a une dame députée de l'opposition qui ne cesse de le contester. Et un jour, à bout de patience, il va complètement désobéir à ce que doit faire un Premier ministre, parce qu'il lui dit « Madame, vous êtes laide », ce qui était évidemment un argument politique assez moyen. Alors la députée, un peu choquée, lui dit « Mais enfin, monsieur le Premier ministre, vous êtes ivre », ce qui, dans le cas de Churchill, n'était nullement invraisemblable, bien sûr. Et il lui répond « Oui, c'est vrai, mais demain, ça ne se verra plus. » Alors, vous voyez, c'est sûrement pas très bien d'ailleurs, mais bon, politiquement, je mets les rigueurs de mon côté. Tout je le crois, parce que l'histoire a une suite, c'est que les femmes du royaume se sentent légitimement insultées. Donc ça fait un scandale. Et donc Churchill est invité à la radio par une femme journaliste politique pour essayer d'arranger les choses. Et la journaliste lui dit « Monsieur le Premier ministre, ce que vous avez fait est de la dernière goujaterie. » Évidemment. Et si vous étiez mon mari, je vous mettrais du poison dans le café. Et il lui répond du tac au tac « Eh bien madame, si vous étiez ma femme, je le boirais. » Voilà, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais vous voyez qu'il y a une créativité, un contre-pied, une façon de redéfinir la relation qui est en tout cas productrice de quelque chose, d'une énergie de changement. Bon, c'est ce que je voulais dire sur la désobéissance. Alors maintenant, je voudrais vous poser, on va en venir à la décision avec un personnage, voilà, qui est, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il n'est pas totalement inconnu, qui s'appelle Charles de Gaulle, qui a, le 18 juin 1940, lancé l'appel dit du 18 juin. Et la question qu'on oublie de se poser, c'est pourquoi c'est de Gaulle qui a lancé l'appel du 18 juin à Londres en 1940. Alors pourquoi cette question? Parce que pour Churchill, qui va lui ouvrir la radio et le soutenir, c'est une catastrophe. Churchill veut que la France reste dans la guerre. Le 17, Pétain, qui a pris le pouvoir la veille au soir, qui a été nommé président du Conseil, dit qu'il va demander l'armistice. Et l'idée de Churchill, c'est de dire il faut que je récupère les ministres français qui sont opposés à l'armistice pour former un gouvernement français en exil. Mais il veut des ministres de poids, il veut Daladier, il veut Reynaud, il veut Mandel, il ne veut pas le sous-secrétaire d'État à la guerre nommé depuis 12 jours. C'est ridicule, 14 jours. Ça n'a aucun sens. D'accord? Alors, pourquoi? Donc évidemment, le De Gaulle, ce n'est pas le premier choix de Churchill, c'est le 25e choix. Mais pourquoi c'est De Gaulle? Alors, la raison,
c'est que De Gaulle est à Londres. Mais les autres n'y sont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? Eh bien, ils se sont embarqués sur un bateau, le Massilia, qui a été à Oran, ou à Casablanca, je ne sais plus, où ils espéraient lancer un appel pour former un gouvernement d'exil. Évidemment, entre-temps, Pétain a téléphoné, a envoyé un message à Noguès en disant « Dès qu'ils arrivent, tu les coffres ». Et donc, Reynaud, Mandel, ils ont tous passé la guerre en prison, et Mandel, d'ailleurs, a été assassiné par la milice en 1944. Bon. Et alors, pourquoi De Gaulle n'a pas pris ce bateau? Dans ses mémoires, il dit... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que De Gaulle est à Londres le 16 juin. Le 16 juin au soir, il rentre à Bordeaux, en avion, pour découvrir, en atterrissant, que Pétain a pris le pouvoir. Et le 17 juin, il reprend l'avion avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour Londres. Pourquoi il fait ça? Alors, il dit, simplement, j'ai décidé d'aller à Londres pour continuer la guerre, dans ses mémoires. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Churchill, parce que De Gaulle ne dit pas toute la vérité. Ce que dit Churchill dans ses mémoires, c'est que De Gaulle avait très peur le 17 juin matin d'être arrêté par Pétain. Et donc, le 17 juin matin, il passe à son bureau et il prend des rendez-vous pour l'après-midi. Puis, il dit à sa secrétaire, je vais à l'aéroport dire au revoir à l'ambassadeur anglais. Ils se disent au revoir, officiellement, sur la piste. L'ambassadeur monte dans son avion, l'avion commence à rouler, et quand l'avion a commencé à rouler, De Gaulle saute dedans. Autrement dit, il s'évade. Alors, et il est à Londres parce que lui, il s'est évadé, parce qu'il a compris quoi? Alors, il agit, là, il fait une désobéissance par rapport et ça ne sera pas la dernière, par rapport à ce qu'est la représentation du politique. La représentation du politique, c'est je vais agir, et ils n'ont pas compris que Pétain était un militaire. Première règle de stratégie apprise à l'école de guerre, garder sa liberté de manœuvre. Donc De Gaulle a très bien compris que sur un bateau, c'était l'endroit où il était plus facile d'arrêter quelqu'un. Donc s'il voulait agir, il fallait qu'il ait sa liberté de manœuvre. S'il voulait avoir sa liberté de manœuvre, il fallait qu'il sorte de l'emprise de Pétain. Donc il parte à Londres. Vous voyez ? Désobéissance fondamentale par rapport à... Et ce 17 juin matin, non, le 16 juin au soir, il voit Mandel, et il lui dit « Venez avec moi, je prends l'avion demain ». Mandel lui dit « Ah non, on va aller en Afrique. » Il dit « Venez, je vous en supplie ». Et Mandel aurait été le Churchill français s'il l'avait fait. Alors qu'il a passé 4 ans en prison pour finalement être assassiné en forêt de Fontainebleau. Oui, mais il obéissait à une certaine représentation de la politique, alors que De Gaulle abordait la politique en militaire. Et donc, il désobéissait par rapport à l'ordre politique des choses. Donc, vous voyez que la question de l'obéissance à une certaine norme, à une certaine réalité dans la politique est importante. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que la réalité? Donc, voilà, Daladier, Mandel, tous ces gens-là. Qu'est-ce donc que cette réalité à laquelle on va obéir ou ne pas obéir? Voilà un petit test sur la réalité. Le récit. Le président est mort. Les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. La police a arrêté 2 personnes armées. Le docteur AZ a déclaré que les dégâts avaient été trop importants, que rien n'aurait pu sauver la vie du président. Tout a été tenté, dit-il. À partir du récit précédent, indiquez si les affirmations suivantes sont vraies, fausses ou si on ne sait pas. Nous savons que le président a été tué. C'est vrai, c'est faux ou on ne sait pas? Donc l'affirmation est fausse. Ah, oui, fausse. Oui, déjà, bon. Rien n'aurait pu sauver la vie du président. On ne sait pas. Les blessures du président étaient importantes. Rien ne dit qu'il a été blessé. D'accord? Le docteur Azad a examiné le président. On ne sait pas. Le docteur Azad a fait une déclaration. Vrai. 2 hommes ont été arrêtés. Pourquoi on ne sait pas? 2 personnes, c'est peut-être 2 femmes. C'est pas une personne. Oui. Bon, vous faites ça par écrit et vous obtenez sur chacune des questions toutes les réponses. Ce qui veut dire que même à partir d'un même texte, on ne voit pas tous la même réalité. Donc, dans la décision, on se laisse parfois avoir par la réalité, comme dans ce
comme dans cette image. Les femmes, elles ont toutes vu King Kong, bien sûr. Bon, alors, d'ailleurs, regardez, Lincoln et Kennedy, toujours sur la réalité. Donc tout ce qui est écrit est vrai. Hein. Tous deux ont été élus présidents en 60. Hein. Lincoln en 1860, Kennedy en 1960. Tous deux ont été assassinés. Tous les deux ont pour successeur le président Johnson, Andrew Johnson pour Lincoln et Lyndon Johnson pour Kennedy. La secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln. La secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. Quand Kennedy a été assassiné, il était dans une Lincoln. Alors la question, c'est où était Lincoln quand il a été assassiné? Allez, il y a bien quelqu'un qui le sait? Où était Lincoln quand... Il était au théâtre. Voilà. Hein? Donc méfiez-vous des coïncidences. Parce que là, j'ai trouvé 6 coïncidences entre Lincoln et Kennedy. Vous prenez 2 présidents des États-Unis, vous trouverez 6 coïncidences comme ça, parmi les milliers possibles. Parce que c'est 6 coïncidences parmi des milliers qui ne sont pas avérées. D'accord? Donc vous voyez que là aussi, on a un biais, un regard qui peut être biaisé sur ce qu'est la réalité. Et comme le monde se dessine, ne pas bien percevoir la réalité peut parfois avoir des conséquences fâcheuses. Alors maintenant, j'en viens à mon grand copain McNamara. Alors là, McNamara, c'est le plus bel exemple de la question de l'obéissance et de la désobéissance dans la décision. Voilà. Donc, nous sommes en juillet 1965. McNamara est secrétaire des États-Unis à la Défense. Le président est Johnson et le général Westmoreland, à ce moment-là, il y a 20 000 conseillers militaires américains au Vietnam, lui dit « Si on n'envoie pas 180 000 hommes d'urgence, le Sud-Vietnam s'effondre. » Bien. Donc, McNamara demande à ses principaux conseillers de lui écrire un rapport. Et voilà ce que lui écrit George Ball, un de ses principaux conseillers, ses principaux adjoints. En juillet 1965, la guerre du Vietnam n'a pas commencé. Dès qu'un grand nombre de troupes américaines auront été engagées dans des combats directs, elles commenceront à enregistrer de lourdes pertes. Elles sont inadéquatement équipées pour livrer bataille dans un pays inhospitalier, pour ne pas dire franchement hostile. Une fois que nous aurons subi de grosses pertes, nous serons entrés dans un processus quasi irréversible. Notre implication sera si grande que nous ne pourrons plus arrêter avant d'avoir complètement atteint nos objectifs, sauf à accepter une humiliation nationale. De ces 2 possibilités, je pense que l'humiliation nationale devrait être plus probable que l'atteinte de nos objectifs, même après que nous aurons subi de lourdes pertes. Voilà. Et donc, pendant des années, tous les jours, McNamara avait George Ball à côté de lui pour lui répéter ça. 1995, McNamara écrit un livre qui s'appelle « Avec le recul, la tragédie du Vietnam et ses conséquences ». Et dans ce livre, il pose une question essentielle sur la décision, et on va le voir sur l'obéissance. Il dit, voilà, nous, l'équipe Kennedy, on a été appelés les meilleurs et les plus intelligents. Kennedy avait fait son gouvernement avec les meilleurs. Nous étions totalement dévoués à notre pays. Nous avons travaillé autant qu'il est possible, et nous étions les hommes qui avions dans le monde, le plus grand moyen de nous informer. Donc on peut dire que l'effet de la décision s'était penché sur le berceau de ce gouvernement. Et qu'avons-nous fait avec tout ça, dit McNamara, la guerre du Vietnam, c'est-à-dire la plus grande connerie qu'ont fait les États-Unis au XXe siècle, même si le titre a été remis en jeu au XXIe. Bien. Alors, il dit, c'est donc qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné dans le processus de décision et je veux comprendre pourquoi. Les meilleurs et les plus intelligents, il faut revenir à ce que McNamara raconte, comment il a été nommé. Donc McNamara, il est né un an avant Kennedy, en 1916. Et en 1960, à 44 ans, il est nommé PDG de Ford. Première fois que le PDG de Ford n'est pas de la famille Ford. Et donc Kennedy, qui ne le connaît pas, se dit un type qui est nommé PDG de Ford à 44 ans, c'est le meilleur de sa génération. Comme j'ai décidé de faire mon gouvernement avec les meilleurs de ma génération, il faut qu'il vienne à mon gouvernement. Donc il lui envoie son beau-frère, Sergent Shriver, qui lui dit voilà, le président m'a chargé de vous proposer d'être son secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Et McNamara lui dit oui, mais je suis incompétent. Et Sergent Shriver lui dit le président, sachant que vous alliez répondre ça,
m'a demandé de vous proposer en deuxième d'être son secrétaire d'État à la Défense. McNamara lui dit certes, mais je suis incompétent. En plus, je suis républicain. Mais enfin bon. Et Sergent Schreiber lui dit oui. Le président, sachant que vous alliez répondre ça, il m'a chargé en troisième proposition de vous proposer de venir déjeuner avec lui à Washington. Bon. McNamara dit qu'à cela ne tienne. Donc c'est le moment où Kennedy a été élu, mais il n'est pas encore en fonction, hein, novembre-décembre 60. Et donc McNamara part déjeuner, va prendre l'avion pour déjeuner. Il raconte le matin au petit déjeuner, il est avec sa femme, et sa femme lui dit il n'est pas question que tu acceptes. Hein. Il dit non, mais enfin, chérie, tu me connais. Bon. Par parenthèse, son traitement en tant que ministre a été divisé par 10 ou 20 hein, par rapport à son traitement de PDG de Ford. Donc Madame McNamara savait aussi compter. Bon. Et la suite de l'histoire, elle regarde la télévision et après le déjeuner, Kennedy et McNamara sortent sur le perron de la Maison Blanche et Kennedy dit Robert McNamara a accepté d'être le secrétaire d'État à la Défense. Alors McNamara rentre chez lui et sa femme lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette décision? Et là McNamara lui dit simplement un point intéressant sur la décision, parce que lui, c'est le décideur rationnel, hein, on l'appelait l'ordinateur sur pattes à l'époque. Il dit ma chérie, personne ne peut dire non à Kennedy. C'est tout, c'est réglé. Personne ne peut dire non à Kennedy. Même pas Marilyn Monroe. Alors, ok. Toujours est-il que, en 95, je lis le livre. Et je me dis, mais ce qui est frappant, c'est que McNamara n'a toujours pas compris pourquoi il s'est planté. Comme il est mort depuis, en 2009, il y a peu de chances qu'il soit amené maintenant à le comprendre, sauf du point de vue de l'éternité, comme disait Spinoza. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'étais en pleine confusion, donc je me documente beaucoup sur la guerre du Vietnam, et puis je relis le livre. Je me dis, c'est pas possible. Et en relisant le livre, je m'aperçois qu'en fait, en une page, McNamara explique ce qui s'est passé. C'est très lié à la désobéissance, sauf qu'il n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé, donc il l'explique en passant. Voilà ce que raconte McNamara. 65, il décide d'envoyer des hommes. Comme il n'est pas tombé de la dernière pluie, il dit à Westmoreland, certes, je vous envoie 180 000 hommes, mais quels sont vos objectifs pour 66? Et Westmoreland, je dis, 66 avec 200 000 hommes, j'aurais gagné la guerre, alors là, vous allez voir. Très bien. À l'automne 66, Westmoreland revient voir McNamara et lui dit, ben, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, vous connaissez ça? En fait, je n'ai pas gagné la guerre, je n'ai pas atteint mes objectifs et il me faut 200 000 hommes de plus. Alors McNamara lui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez donné des moyens, vous ne donnez pas les objectifs, vous demandez plus de moyens, ça ne va pas. Et là, donc, Westmoreland fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, il fait de l'enfumage de décideurs. Donc, grosso modo, ça explique, comme il est loin, l'autre, c'est plus compliqué que ça. Hein, vous connaissez aussi. Bien. Et donc, McNamara lui envoie 200 000 hommes de plus. Mais il lui dit, quels sont vos objectifs pour 67? Et McNamara lui dit, Westmoreland lui dit, mais 67, j'aurais gagné la guerre. Arrive l'automne 67, et Westmoreland vient voir McNamara, il se rend compte à Haïti, en général, il dit, ben voilà, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, je n'ai pas gagné la guerre et il me faudrait 200 000 hommes de plus. Alors là, McNamara comprend qu'il se fait enfumer, donc il fait ce que doit faire tout manager dans ces cas-là, il va voir sur le terrain. Donc il raconte, il arrive à Saïgon pour 15 jours, et Westmoreland l'accueille, il lui dit, voilà votre programme de visite, les gens que vous allez rencontrer. Donc McNamara prend le papier, le déchire, et dit, bien entendu, je ne rencontrerai aucune de ces personnes-là. Parce qu'il a compris que le programme, c'est fait pour l'enfumer. Or, il est venu se faire désenfumer. Et il fait son propre programme. Et la conclusion de tout ça, c'est que comme il est tout sauf bête, au bout de 15 jours, il a compris que les Américains ne gagneraient jamais la guerre du Vietnam. Donc il rentre à Washington, et McNamara est un type extrêmement droit, honnête et intelligent. Puis à l'époque, son sens de l'humour est mis un peu à l'épreuve parce que sa fille a été arrêtée dans une manifestation pacifiste. Et il va trouver Johnson et il lui dit, Monsieur le Président, il faut arrêter la guerre du Vietnam. Johnson, qu'est-ce qu'il lui répond? Johnson, il lui répond, est-ce que la présidence de la Banque mondiale vous intéresserait? Il ne lui dit pas, vous avez tort, il n'en sait rien. Mais il se dit,
déjà que la situation est dure, mais alors si mon secrétaire d'État à la Défense n'y croit plus, ça va être encore plus dur. Donc je vais le changer. Comme il l'aime bien, il lui trouve un job. Bien. Parfait. Mars 68, Johnson prend une décision presque inédite dans l'histoire des États-Unis. Il décide de ne pas se représenter alors qu'il a de bonnes chances d'être élu. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans le piège. Le piège abscon que l'obéissance referme sur nous, c'est que plus c'est catastrophique, plus j'ai de raisons de continuer. Parce qu'à l'automne 67, 25 000 Américains sont morts pour rien. Et Johnson se dit, moi j'ai engagé la guerre du Vietnam, comment je peux expliquer aux Américains qu'ils sont morts pour rien? Donc, puisque 25 000 Américains sont morts pour rien et que je ne peux pas l'expliquer, ça va être une excellente raison d'en faire mourir 35 000 autres. D'accord? Puisque j'ai acheté une boîte à vitesse neuve sur cette voiture pourrie, ça va être une excellente raison de mettre des pneus neufs. Donc, plus la voiture est pourrie, plus je continue. Vous voyez? Hein? Plus l'action a baissé, plus j'en achète. C'est le piège abscon. Moins il y a de bus, plus j'attends le bus, parce que si je pars à pied maintenant, j'aurais attendu 40 minutes. D'accord? Donc, moins il y a de bus, plus j'attends le bus. D'accord? Voilà. Hein? Bon, c'est ça le piège abscon. Piège de l'obéissance à une certaine réalité. Alors, le décryptage de ce qui est arrivé à McNamara, il le raconte en une page, de mon point de vue, hein, c'est que mon interprétation, il raconte que le 19 janvier 61, veille de l'investiture de Kennedy, l'équipe Kennedy est venue à la Maison-Blanche travailler pour une réunion avec l'équipe Eisenhower pour la passation des dossiers. Et ils ont passé en revue l'ensemble des dossiers, et donc ils ont parlé du Vietnam. Et McNamara raconte que quand ils ont parlé du Vietnam, Eisenhower a pris la parole et a dit au sujet du Sud-Vietnam, je tiens à faire une déclaration solennelle. Si le Sud-Vietnam tombe entre les mains des communistes, alors tous les pays du Sud-Est asiatique tomberont comme des dominos. Et voilà la fameuse théorie des dominos. Qu'est-ce qu'il raconte après McNamara avec une certaine honnêteté, hein? C'est que, évidemment, de 65 à 67, ils en ont fait des réunions sur le Vietnam. Évidemment, ils n'étaient pas idiots, vous voyez bien que ça ne marchait pas. Et évidemment, il y avait George Ball qui était là en disant « mais je vous l'avais bien dit ». Donc, ils disaient « mais est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter ?» Et il raconte que chaque fois, la réunion s'arrêtait parce que quelqu'un disait « oui, mais si le Sud-Vietnam tombe entre les mains des communistes, alors tous les pays du Sud-Est asiatique tomberont comme des dominos ». Et voyez-vous ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, il y a une question qu'aucun responsable politique américain ne s'est posée et que McNamara ne s'est toujours pas posée 30 ans après, c'est est-ce que la théorie des dominos est vraie? C'est-à-dire qu'ils ont obéi à une théorie qui s'était emparée de leur esprit parce que la métaphore est belle et puissante, sans se demander si elle était vraie. Or, si la théorie des dominos était vraie, l'Autriche serait communiste. Les communistes, l'armée rouge a quitté l'Autriche en 1955. Cuba ne serait pas communiste. Donc déjà, à l'époque, on sait que la théorie est fausse. Il suffit de se poser la question. Donc là, vous voyez cette notion d'occultation du décideur, hein, qui obéit à une certaine représentation et qui ne voit pas l'essence même du réel. D'accord? J'obéis à une espèce d'idée fixe qui s'empare de tous les esprits et je ne me pose pas la question du vrai et à quoi je dois désobéir. Voilà. Donc, il y a la décision que je traite avec ma boîte noire et puis il y a la décision automatique, c'est la plus dangereuse parce que j'ai des a priori sur ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux, sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il était tellement évident pour ces responsables américains que la théorie des dominos, il était impossible qu'elle soit fausse, qu'ils ne se posaient même plus la question. Et donc, ils y allaient, tête baissée, dans le mur. Un jour où je racontais ça dans un club de chefs d'entreprise à Marseille, sur cette notion d'occultation du décideur qui obéit à des espèces de fantasmes au lieu de se poser la question du réel pour désobéir, je suis violemment pris à partie par un participant qui me dit « tout ça, c'est des conneries ». Très bien. Alors je discute un peu avec lui, je dis « mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il me dit « mais écoutez, le problème de la décision, c'est très simple. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui ne le sont pas. Les décideurs cons font des conneries, et les décideurs pas cons ne décident pas des conneries. Et moi, je ne suis pas con, donc je ne suis pas concerné par votre histoire. » Voilà, bon, c'était, vous savez, le fameux syndrome qui frappe certains chefs d'entreprise du TDC-SM, hein, tous des cons sauf moi. Bon, alors, je discute un peu, puis je vois qu'il était un peu ronchon. Bon, très bien.
Et puis, la journée se terminait par un dîner avec conjoint sur le port de Marseille. Et donc, moi, j'avais retenu un avion le lendemain matin à Marignane et un hôtel à Marignane. Donc, 8 heures, les conjoints, en l'occurrence les épouses, arrivent, on dîne jusqu'à 10 heures, tout va bien. Et à 10 heures, l'animateur du groupe dit « Ah ben, notre conférencier doit rentrer à Marignane, est-ce que quelqu'un peut le ramener ?» Le hasard faisant malicieusement les choses, vous l'avez compris, c'est ce monsieur qui dit « Bah oui, j'habite à côté, je le ramène, et me voilà en voiture avec monsieur et madame. » Et donc, voici la page du passager, madame derrière, qui fait des amabilités. « Ah bon, c'est vous qui êtes intervenu sur la décision, patati, patata, c'est sympa, qu'est-ce que vous avez dit ?» Et là, son mari « Oh, des conneries !» Comme quoi, on ne serait pas forcément conscient, il y aurait des occultations, enfin des conneries de consultants parisiens. Alors, quand on vous traite de consultant, c'est pas bon. Mais quand on vous traite de consultant parisien à Marseille, c'est qu'on ne va pas tarder à vous jeter dans le port pour nourrir les sardines. Hein. C'est pas bon du tout. Bien. Alors, je vois madame un peu gênée par l'attitude de son mari. Et Ellis, on parle d'autre chose. Je dis, vous faites quoi, etc. Et comment ça va? Et là, tout d'un coup, il me dit, regarde droit dans les yeux, il me dit, moi, monsieur, je vais très mal. Changement d'ambiance. Silence dans la voiture. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, une femme assez jeune. Hein. Elle me dit, hier, j'ai été chez le médecin et j'ai appris que j'ai une maladie dégénérescente de l'oreille qui fait que dans quelques années, je serai complètement sourd. J'ai appris ça hier et depuis, je suis complètement désespéré. Je compatis. Et là, elle me dit, non, mais le pire n'est pas là. Ah bon, vous me rassurez. Alors là, je me dis, non, le pire, c'est que quand je suis sorti de chez le médecin, j'étais tellement mal que j'ai téléphoné à mon mari. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Et il m'a dit, c'est pas le moment, il a raccroché. Il me dit, ça, c'était hier matin, mais depuis, nous n'en avons pas parlé. Il l'apprend en même temps que vous. Silence dans la voiture. Et là, je me dis, putain, à pied, sur l'autoroute, avec ma valise, à 11h du soir, entre Marseille et Marignane, ça ne va pas le faire. Donc, je regarde mon voisin qui conduisait, et je vous jure, je vois une goutte de sueur qui descend, vous savez, comme dans les films américains. Et je lui dis, est-ce que vous voyez maintenant ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Gentiment. Parce qu'en fait, je veux dire, j'avais pas de mauvaises émotions vis-à-vis de lui, plutôt de la compassion et de l'empathie. Parce que, en fait, j'étais en train de me dire, cette histoire aurait pu m'arriver. Et je crois qu'elle peut tous nous arriver. Et il me dit, voyez-vous, tout à l'heure, je ne pouvais pas vous entendre. J'ai trop de soucis et ce que vous avez dit touchait trop près du centre de la cible. C'est pour ça que j'ai réagi violemment. Et là, sa femme lui dit, ah bah oui, ça, effectivement, en ce moment, on ne peut rien te dire, tu n'écoutes rien, tu n'entends rien. Donc, elle allait devenir sourde, lui, il l'était déjà, donc je ne sais pas comment ça allait communiquer. Et vous voyez, et en fait, effectivement, on peut se dire, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme l'appelle, lui dit, c'est pas le moment. Ça peut nous arriver. Vous voyez, décision automatique. Ça faisait référence, il était peut-être en train de faire quelque chose d'important dans son travail, à son idée du sérieux, à laquelle il a obéi automatiquement. Sauf que, avec ça, je peux faire souffrir profondément les autres. Et donc, je peux être tenu pour responsable de drame dont je n'ai même pas conscience. Hein? Et donc, il faut bien se dire que la réalité est observable et le possible ne l'est pas. Et que souvent, c'est une croyance. Hein? J'obéis au possible et je désobéis à la réalité. Et je me fous dans des histoires épouvantables. Alors qu'il vaut mieux faire l'inverse. Hein? Parce que moi, je suis frappé par ça. Mes clients, je fais du conseil en stratégie, ils ont des idées sur ce qui est possible et pas possible. Et quand je leur demande mais quels sont les éléments observables qui vous permettent de dire que ceci est possible ou ceci n'est pas possible, je dis 3 fois sur 4, la croyance s'effondre. C'est simplement, voilà, je le crois. Regardez, compte rendu de la réunion du CNTS du 29 mai 1985. Monsieur le docteur, c'est sur la base de ce document que le docteur Garetta a été condamné. Hein, et
je ne vais pas traiter de l'aspect moral du sujet, d'autant que j'ai un proche qui est mort du sida, mais de l'aspect un peu épistémologique. Monsieur le docteur Garetta indique, avec 2 ou 3 pour 1000 de donneurs anti-LAV positifs, chiffre actuellement admis, et des lots de 1000 litres, soit 4 à 5000 donneurs, tous nos lots sont contaminés. Monsieur le docteur Garetta conclut en indiquant qu'il va faire parvenir très prochainement une lettre à monsieur le docteur R. Netter, directeur du LNS, pour information et avis sur la position actuelle du CNTS, à savoir non-blocage et non-rapatriement a posteriori des lots de produits finis, sachant que le calcul statistique démontre malheureusement que tous nos poules sont contaminées. C'est aux autorités de tutelle de prendre leurs responsabilités sur ce grave problème et d'éventuellement nous interdire de céder des produits avec les conséquences financières, le mot est lâché, que cela représente. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? La question que je me suis posée, dire, mais au moment où le docteur Garetta fait ça, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de prendre la décision qui va ruiner sa carrière et sa vie ? La réponse, évidemment non, sinon il ne le ferait pas. Donc, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors, pourquoi il n'est pas conscient ? Revenons à ça. C'est que le docteur Garetta, il a été jugé en tant que médecin. En tant que médecin, il est impossible que je laisse dans la nature un produit dangereux. C'est un impossible absolu pour un médecin. Oui, mais le docteur Garetta, figurez-vous, a obtenu la Légion d'honneur alors qu'il a moins de 20 ans dans la fonction publique. Donc il y a eu une demande spéciale du président de la République pour qu'il ait la Légion d'honneur à titre exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'en tant que directeur du CNTS, il a monté des filiales qui rapportent de l'argent. Donc un fonctionnaire qui rapporte de l'argent à l'État au lieu d'en coûter. C'est beau quand même, hein, on est dans les années 80, vous savez, les années fric. Tout va bien. Donc Légion d'honneur. Mais ça veut dire que dans sa tête, il ne pense plus comme un médecin, il pense comme un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il se dit, il est impossible que je prenne une décision qui a des conséquences financières pour l'entreprise sans avoir l'aval de mon actionnaire. Des conséquences financières potentiellement graves. D'accord ? Donc, son impossible n'est plus celui du médecin, son impossible est celui du chef d'entreprise. Il a changé de représentation, il a changé de désobéissance, il a changé de zone d'occultation. Et je ne dis pas ça pour l'excuser du point de vue moral, hein, encore une fois, il a été jugé, moi j'essaie de comprendre comment les choses fonctionnent. Hein, je ne cherche pas à condamner ni à excuser qui que ce soit, ce n'est pas mon propos ce soir. Hein. Alors, maintenant, à l'opposé du docteur Garetta, je vais revenir à mon ami Kennedy. Donc, nous sommes le 17 avril 1961, Kennedy est président depuis 3 mois, et il lance l'attaque de la baie des cochons, qui est un désastre, comme vous savez. Président élu à 43 ans, considéré comme inexpérimenté et fragile, et la première chose qu'il fait à l'international, le ridiculise complètement. Il a de quoi avoir les boules. Il convoque ses principaux conseillers et il leur dit la chose suivante. Cette opération a été un désastre et vous me l'avez tous conseillé. Je suis donc entièrement responsable, je n'avais qu'à pas vous écouter. C'est-à-dire que dans son raisonnement, il a inclus le fait que parce qu'il est président, il a le droit et parfois le devoir de désobéir à tout le monde. Parce que c'est lui qui décide. Vous voyez ? Ça, ce mot est d'un président. Et parce que Kennedy pense comme ça, 1 an et demi plus tard, il sauve le monde. Voilà, 24 octobre 62, donc on a découvert les missiles à Cuba. Et donc Kennedy réussit une task force, 10 personnes, les principaux responsables, McNamara, les généraux, tout ça. Oui ? Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose de sous-jacent dans sa phrase juste avant, c'est s'il n'a pas dit, à partir du moment où tout le monde était d'accord, il y a danger. Ah, peut-être qu'il a dit ça aussi, oui, oui. C'est-à-dire que si on n'a pas quelqu'un qui vous dit qu'il y a quelque chose de bizarre, il ne faut jamais prendre ce genre de... Oui. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je vois arriver dans mon bureau 2 frères. Et ils me disent, ah, vous faites du conseil en stratégie ? Oui, il me dit, ben, nous, on s'intéresse, on a une entreprise qui faisait à l'époque plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et on s'intéresse beaucoup à la stratégie. C'est parfait. Il dit, oui, on s'y intéresse tellement que notre stratégie, on l'a écrit, et il pose sur mon bureau un truc de 100 pages. Je n'avais jamais vu ça. Et là, le plus jeune des deux me dit, et en plus, on est sûr d'avoir raison. Je dis, c'est parfait. Et alors ? Et là, l'aîné me dit, quand mon frère m'a dit qu'il était sûr d'avoir raison, j'ai compris que le danger commençait. Je dis, mais pourquoi ? Parce que quand votre frère est sûr d'avoir raison, il a souvent tort. Il me dit, non, non, pas du tout. Il me dit, j'ai remarqué qu'en stratégie, pour faire une connerie majeure, il fallait être sûr d'avoir raison. Je dis, bon, et alors, quelle est votre demande ? Il me dit, voilà, je vous propose le deal suivant. Vous prenez ça,
On prend rendez-vous pendant 3 mois, et dans 3 mois, vous nous dire s'il y a une connerie majeure dedans. Entre-temps, vous faites ce que vous voulez, vous venez quand vous voulez, vous posez les questions que vous voulez, et vous nous dites ce que ça coûte. J'ai trouvé ça très malin. Cette histoire date de 98. Je les accompagne toujours, ils font aujourd'hui 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et tous les ans, on passe 2 jours ensemble sur ce sujet-là. Voilà ce qu'on pense les uns et les autres. Est-ce qu'il y a une connerie majeure? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas? C'est pas génial, on n'a pas des idées extraordinaires, parce que tous les ans, évidemment, on ne se renouvelle pas, mais il n'empêche qu'ils font leur chemin. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Bon. Alors, 62, donc, ils réunissent une task force, et au bout de quelques jours, ils leur disent, écoutez, je dois partir faire la campagne électorale là, pendant 48 heures, alors continuez à travailler, je reviens dans 2 jours. 2 jours après, il revient, et les généraux lui expliquent, ils disent, écoutez, voilà, c'est démontré, on a tout bien examiné, il faut lancer des bombes atomiques sur l'URSS. Pas de problème. C'est clair, c'est rationnel, c'est prouvé. Ah bon, dit Kennedy. Et là, il se souvient de la baie des cochons. Il dit, c'est ce que vous me conseillez tous? Oui, oui. Et il dit, oui, mais moi, je suis le président. Alors, je vais vous dire autre chose. On va reprendre le travail à la base, mais vous excluez l'option atomique de vos hypothèses. On exclut l'option atomique de nos hypothèses. Et regardez comment ils ont géré la crise de Cuba, c'est remarquable. Mais parce qu'à ce moment-là, Kennedy s'est souvenu que même s'il le conseillait tous, c'était lui le décideur ultime. Il s'est souvenu de la baie des cochons et il a désobéi à tout le monde. C'est ça, être un décideur. C'est au fond dans quel cadre de relation je me situe. Et je trouve que là, Kennedy s'est montré un grand président. Alors, la question, maintenant, plus précisément, de la stratégie. Voilà, je voudrais raconter une petite histoire. Vous avez remarqué que j'aime les histoires. Il y a 50 000 ans, 2 espèces d'hommes se sont rencontrées, Néandertal et Cro-Magnon. Alors, Néandertal vit en Europe, dans des périodes glaciaires, depuis 200 000 ans. Et donc, Néandertal est adapté au climat froid. Cro-Magnon, dit Homo sapiens, vit en Afrique, dans un climat chaud, et est adapté au climat chaud. Il se trouve que la rencontre se fait en Europe, c'est-à-dire c'est Homo sapiens qui quitte l'Afrique pour venir en Europe, sur le terrain de Néandertal. Alors la règle, vous savez, c'est que c'est la survie du plus adapté. Lequel va survivre? Forcément, Néandertal, puisqu'il est plus adapté au climat froid. Or, c'est l'inverse qui se produit. Donc, vous voyez que cet exemple nous montre que l'homme a mis en échec la loi du plus adapté. Méfiez-vous toujours des gens qui vous disent qu'il faut s'adapter au changement. Alors, pourquoi c'est Homo sapiens qui survit? Eh bien, quand on examine ce qu'ils ont laissé, on s'aperçoit que Homo sapiens est plus créatif. C'est-à-dire qu'il a une capacité de projection dans son environnement supérieure à celle de Néandertal. Il ne cherche pas à s'adapter à son environnement, il cherche à adapter son environnement à lui, et c'est le seul animal qui le fait. Il y a 100 000 ans, quand il pleuvait, on peut imaginer que les hommes et les ours allaient se réfugier dans une caverne. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes ici, et les ours sont toujours dans les cavernes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme, dans sa caverne, s'est dit, mais c'est pas sympa, parce que c'est aller dans la caverne quand il pleut, je m'adapte. Oui, mais la caverne, c'est pas un endroit sympa. Donc j'imagine autre chose. J'imagine autre chose, ça veut dire quoi? Je pense à quelque chose que j'appelle une maison, et ensuite j'agis pour rendre cette pensée réelle. Ça s'appelle se projeter. Et pour se projeter, il faut être capable de se penser à ce qui n'est pas. Et pour être capable de penser à ce qui n'est pas, il faut être capable de nommer. Nous vivons avec 2 niveaux de réalité. La réalité que nous observons et les réalités que nous disons. Si je vous dis « cette veste est rouge », vous allez dire « c'est faux ». Oui, mais il est néanmoins vrai que je l'ai dit. Et que si j'avais commencé ma conférence dans « cette veste est rouge », comme vous êtes des homo sapiens normalement cortiqués, vous ne seriez pas contenté de vous dire « c'est faux ». Vous seriez demandé ce que je voulais dire. Autrement dit, même quand une affirmation est fausse, je l'attribue du sens. Autrement dit, même quand une information est fausse, elle est active dans le réel. Remarquez bien que nous utilisons très souvent des énoncés faux pour changer le vrai. Le garçon de café, vous l'appelez, il vous dit « je reviens » et il s'en va. Oui, donc ce qu'il dit, c'est exactement l'inverse de ce qu'il fait. C'est complètement faux. Et pourquoi il le dit? Il dit « j'arrive » pour pouvoir partir. C'est-à-dire il le faut pour pouvoir gérer le vrai.
voyez ? De même qu'il y avait deux Allemagnes, la République fédérale allemande et la République démocratique allemande. Alors la question à 100 marques, c'est laquelle des deux était démocratique ? Évidemment, la fédérale. Hein ? Donc vous voyez bien, quand la démocratie dans les faits, la démocratie dans les mots, il y a quand même l'épaisseur d'un mur. Parce que quand un pays est démocratique, il n'a pas besoin de le dire, puisque tout le monde peut le voir. Donc, nous passons notre temps à jouer avec ces deux niveaux de réalité, c'est-à-dire à dire des choses qui n'existent pas forcément. Vous savez que l'homme est le plus menteur de tous les animaux, hein, et de loin. Parce que pour mentir, il faut justement avoir compris que même le discours faux peut changer la réalité vraie. Donc c'est déjà une stratégie assez élaborée, vous voyez. Bon. Et donc, nous mentons pour changer le vrai. Ce qui veut dire que notre méthode de changement est différente de toutes celles des autres animaux. Elle est stratégique, c'est-à-dire c'est une projection, c'est une désobéissance à la réalité. L'adaptation à la réalité n'est que obéissance. Et un changement réussi, une action réussie, une stratégie réussie, c'est toujours un mix d'adaptation, je prends en compte le réel, et de projection, je regarde dans le réel ce que je vais m'ingénier à changer. Qu'est-ce que m'expliquent mes clients ? J'arrive, je dis, ben voilà, mon problème stratégique, c'est mes clients veulent acheter de moins en moins cher. Mes fournisseurs veulent me vendre de plus en plus cher, puis les matières premières, tout ça, vous connaissez. Les concurrents me prennent les marchés à des prix délirants. Les salariés veulent des augmentations de salaire. Donc une fois que je me suis adapté à tout ça, je meurs. D'ailleurs, tous les biologistes vous le diront, la plus grande adaptation que nous pouvons faire à notre environnement, c'est de mourir. Hein ? Et tous les croque-morts vous le diront, il ne se passe jamais rien de grave dans un cercueil. Bon, donc, si je m'adapte à tout ça, c'est la mort stratégique, le plan social à répétition. D'accord ? Un jour, j'étais dans mon bureau et je reçois un coup de fil d'un chef d'entreprise qui maintenant est assez connu, qui s'appelle Jean-François Zobris. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les estrades. Oui, hein, entreprise Favi. À l'époque, il était moins connu. Il téléphone, il me dit Bruno, 2 heures, est-ce que tu peux m'expliquer la théorie de la baisse tendancielle des taux de profit de Marx ? Je dis de quoi la théorie de la baisse la baisse tendancielle des taux de profit de Marx, là, à 14 heures, il me dit, fais pas chier, j'ai 5 minutes. Il parle comme ça. Bon. Alors, je lui explique, et il raccroche, il me dit, je te rappelle. Bon. Et j'en entends plus parler. Et puis l'année suivante, je me trouve à côté de lui sur une estrade. On parlait l'un et l'autre de la décision. Elle me dit, ah, ton truc, c'est génial. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, oui, j'allais à une réunion à mon donneur d'ordre, là, chez Citroën. Et donc, il m'a accueilli en me disant, il est sous-traitant de Citroën. Pour l'année prochaine, c'est moins 15%. Et là, je leur ai dit, messieurs, vous êtes des marxistes. Et je suis passé au tableau et je leur ai expliqué la baisse tendancielle des taux de profit. Ils ont été tellement surpris qu'ils ne m'ont pas mis les moins 15%. Il me dit, il faut que tu trouves un truc pour l'année prochaine. Et je me suis dit, mais au fond, cette histoire a un sens. Mais c'est quoi le sens ? C'est qu'il y a stratégie d'offre et stratégie de demande. La stratégie d'offre, je suis dans la désobéissance par rapport à l'expression de la demande. Donc, je vais surprendre, je vais désobéir, je ne suis pas dans le marketing. Hein. Beaucoup de gens me disent, mais alors tu fais de la stratégie, tu fais du marketing, des études de marché. Oui, mais si ma stratégie est de suivre la demande, je ferai la même chose que mes concurrents. Donc, je serai dans la baisse tendancielle des taux de profit. Donc, vous comprenez bien que l'histoire de l'économie, c'est un match entre Marx et l'entrepreneur. Et pour l'instant, le score est de 2-1, mais on n'est qu'à la mi-temps. Je veux dire quoi ? C'est que la question qu'on a à se poser, c'est pourquoi les entreprises étant en concurrence, elles arrivent à restaurer le profit. Eh bien, elles arrivent à restaurer le profit parce qu'elles innovent, c'est-à-dire parce qu'elles désobéissent à l'expression de la demande, par des stratégies d'offre. Ça s'appelle l'innovation et ça demande du temps, comme le dit ce petit aphorisme de ce personnage inventé qu'est Gracchus Caesar. Regardez, Napoléon au pont d'Arcole. Personne ne passe. Lui, il change la règle du jeu. Il prend le drapeau, il passe. Les Autrichiens sont tellement surpris
qu'il ne laisse passer. Et que disent les généraux autrichiens à propos de cette campagne d'Italie? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a confié une armée en guenilles à Napoléon pour faire diversion. La guerre sérieuse, c'est sur le Rhin. Et que fait Napoléon? Avec son armée en guenilles qui est là pour faire diversion, il va jusqu'à Vienne et il signe une paix favorable. 1796, il n'a quand même que 27 ans. Et que disent les généraux autrichiens? Ils disent, on ne peut pas faire la guerre avec ce jeune homme, il ne respecte pas les règles du jeu de la guerre. Il ne respecte pas les règles du jeu. Il désobéit. Donc ça ne va pas. Eh bien, c'est exactement ce que font les entreprises quand elles font une stratégie d'offre. La seule chose qui fait que Marx a eu tort, c'est que les entreprises ont des stratégies d'offre, innovent. Et j'ai beaucoup de mal à expliquer ça. En ce moment, je suis dans une entreprise qui est assez innovante, mais elle n'a que 5 ans, et ils sont en train de sortir de la phase pionnière. C'est une entreprise qui fait 100 millions d'euros. Et je travaille avec la directrice de création qui veut lancer de nouveaux produits, etc. Et elle est en bisbille avec la directrice des achats, qui, elle, dit « Mais il faut mettre nos best-of dans les magasins, c'est ça qui marche. Regardons la demande. » Donc, il y en a une qui représente la stratégie de demande et l'autre qui représente la stratégie d'offre. Et ça se chamaille parce qu'elle n'arrive pas, on va y arriver, mais à comprendre que la stratégie d'offre n'est pas l'inverse de la stratégie de demande. Ce n'est pas nier la demande, c'est comprendre que la demande, c'est ce qui vous permettra de comprendre le besoin. Donc, il faut distinguer la demande et le besoin. Mais bien sûr qu'il faut écouter la demande pour faire une stratégie d'offre. Voilà, alors, quand même, ça veut dire, c'est un plaidoyer pour l'innovation, cette histoire sur la désobéissance. Donc, je vous ai donné 7 façons de bien vous planter lorsque vous voulez être innovant. Donc, premièrement, travailler seul, juger avant de créer, stigmatiser les échecs, critiquer systématiquement les idées des autres, soyez impatient, restez toujours très sérieux et surtout, inventer une 7e façon de se planter, la liste n'étant pas exhaustive. Voilà, ça fait 1 heure que je tiens le crachoir, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il en dit, Grégory? Il en dit que on peut ouvrir le débat en échangeant sur... On peut échanger, oui. On avait mis dans l'article, on avait parlé de... Tu avais parlé de Christian Blanc, Oui. l'arrivée d'Air France, on avait parlé de Mitterrand, lorsqu'il était face à Giscard d'Estaing, etc. Si tu veux, un petit peu avec la salle. Oui. En 81, Giscard vient au débat en se disant bon, Mitterrand, je le connais, je vais me le faire. Je me suis déjà fait en 74 avec l'histoire du monopole du cœur. Donc, il n'y a pas de problème. Et Mitterrand va comprendre qu'il faut qu'il renverse la relation. La relation, c'est Giscard est compétent en économie, il est énarque, il est inspecteur des finances, il peut citer des chiffres indéfiniment, donc il va vous larguer sur le contenu. Même si Mitterrand se documente, il paraîtra jamais aussi compétent que l'autre, tout est dans l'apparence, en économie. Pas oublier que Giscard a fait sa réputation secrétaire d'État en 58 ou en 59, en parlant 2 heures à la tribune de la Chambre, en citant des milliers de chiffres sans une note. Donc ça, tout le monde le sait, c'est dans les mémoires, etc. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait, Mitterrand? Giscard lui demande, alors quel est le cours du marque aujourd'hui? Contenu. Réponse sur la relation. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur. Je recadre la relation. Et là, Giscard est décontenancé. Il n'avait pas vu venir ce coup-là. Alors tu citais Christian Blanc, l'histoire de Christian, mais je l'ai raconté dans la vidéo, tout le monde l'a vu, non? Non, mais j'ai seulement entendu Christian Blanc raconter cette histoire-là qui m'a beaucoup frappé. Donc il arrive patron d'Air France, 17 syndicats, enfin contexte syndical pas simple, et il apprend que les syndicats avaient l'habitude d'envahir le bâtiment pour monter à son bureau, au bureau du patron, et que son prédécesseur avait un hélicoptère sur le toit, et quand les syndicats arrivaient au rez-de-chaussée, la syndicaliste téléphonait, ils arrivent, et le patron se précipitait dans les hélicoptères, et hop, s'envolait
pendant que les types arrivaient dans le bureau. Alors, au niveau du contenu, il ne se passe rien puisqu'ils ne se parlent pas. Mais vous voyez le message au niveau de la relation. Hein, c'est « je ne veux pas discuter avec vous et en plus j'ai peur de vous ». C'est clair. Donc Christian Blanc, pas au courant de tout ça, il l'a appris après, il arrive comme patron et coup de fil de la syndicaliste, les syndicats envahissent le hall et ils montent dans votre bureau. Il répond qu'ils ne se donnent pas cette peine, je descends leur parler. Bon, il arrive dans le hall, le syndicaliste Soleil, il dit « bon, vous vouliez me parler, qu'est-ce qu'il y a ?» On a tout changé au niveau de la relation. Bon, voilà, mais là, je suis assez stupéfait de... Alors, j'aimerais être sûr que cette histoire est vraie, mais je suis assez stupéfait qu'un patron puisse faire ça. C'est s'évader en hélicoptère. Bon. C'était de créer aussi une interaction avec vous, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que vous l'avez abordé, le thème de la désobéissance, tu l'as abordé avec le thème de l'interaction? Allez, juste c'est de jouer avec vous ici. Bonsoir, je suis journaliste, je travaille pour le magazine de HEC. Et il y a un point que vous avez abordé en filigrane qui est celui du risque qui va avec les possibles. Alors, dans la représentation du possible, quelle est la place du risque? Ah oui, ça c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que notre rapport à la décision s'inscrit dans un rapport dans une représentation, un système de valeur de certitude. Autrement dit, un décideur est considéré comme un réducteur d'incertitude. Le problème qu'on a tous, c'est que nos décisions vont interagir avec des événements qu'on ne connaît pas. Donc en fait, personne ne connaît les conséquences de ces décisions. Le cadre réel de la décision, c'est celui de ce que Herbert Simon, le prix Nobel, par le copain de Garfunkel, Herbert Simon appelait la rationalité limitée, qui dit qu'en tant que décideur, je suis limité dans ma capacité de prévision et limité dans ma capacité d'information. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de certitude sur les conséquences de mes décisions. Et vous voyez que ceci a une conséquence, c'est qu'un décideur peut tout dire sur la décision, sauf la vérité. Supposez, on dit, bon, je vais leur dire la vérité. Donc, messieurs du conseil d'administration, voilà, on a acheté cette filiale en Italie. Eh bien, je dois vous dire que je ne suis pas du tout sûr que ça va bien se passer. Ah, imaginez la stupeur du conseil d'administration, qui lui dit, attendez, on a compris, vous n'êtes pas là pour dire que vous n'êtes pas sûr que ça vient de passer. Vous êtes là pour faire en sorte que ça se passe bien. Autrement dit, vendez-moi de la certitude. Comme le décideur sait qu'il n'est pas porteur d'incertitude, si on le contraint dans le système de valeur de certitude, il va se transformer en enfumeur, c'est-à-dire à raconter qu'il est plus certain qu'il ne l'est. Nous sommes à l'automne, en septembre 2002. Monsieur Michel Bon a quitté la présidence de France Télécom, à laquelle il a fait peu honneur à son patronyme, puisqu'il laisse une perte de 75 milliards d'euros. Vous me direz que ce n'est pas comme si c'était une grosse somme, mais ça s'est quand même vu. Bien. Et c'est très curieux, l'article, la justification qu'il écrit dans Le Monde en septembre 2002. Il dit, finalement, à la tête de France Télécom, je n'ai pris que 2 mauvaises décisions. Alors évidemment, si j'ironise facilement, on a envie de lui dire, Coco, si tu avais 2 mauvaises décisions à prendre, tu avais qu'à recruter 2 mauvaises assistantes, et personne n'en aurait entendu parler. Mais la question que je me pose, et là je vais être plus indulgent vis-à-vis de Michel Bon, parce que quelqu'un que j'ai rencontré qui est tout à fait respectable, même si en tant que contribuable je trouve qu'il m'a coûté un peu cher, mais bon, c'est de dire, quand il a pris ces 2 décisions de croissance externe en cash et pas en échange d'actions, puisqu'il a un actionnaire public, donc ce qui augmentait le risque, était-il conscient que dans le scénario où ça tournait mal, il perdait 75 milliards d'euros? C'est-à-dire qu'en fait, il mettait l'existence de l'entreprise en danger, parce que elle a été, l'entreprise financièrement, elle a été en coma dépassé quand même. Hein, si le gouvernement s'en était pas mêlé, si elle n'avait eu que des actionnaires privés, ça ne serait pas relevé. Elle aurait été démantelée. Bon. Eh bien, mon hypothèse, pour l'avoir vécu dans d'autres circonstances avec d'autres patrons, c'est que oui. Deuxième question, est-ce qu'il en a informé le conseil d'administration? Mon hypothèse, c'est que non.
parce que ce n'était pas disciple. Alors je vous dis ça, il ne l'a pas dit, hein, Michel Bon. Donc il n'est pas le seul coupable. C'est-à-dire que le degré de risque et d'incertitude qu'il y a dans nos décisions, on a beaucoup de mal, même si on le voit, à le partager avec l'ensemble des décideurs et des co-responsables, parce que ça heurte violemment la représentation que nous avons du décideur. Et en particulier, nous, Français, où notre imaginaire du chef, c'est Napoléon à Austerlitz. Donc Napoléon à Austerlitz, il a 80 000 hommes, il y en a 300 000 en face. Il est à 1500 km de Paris. Donc il est vraiment dans une merde noire. D'accord? Mais il fait une manœuvre stratégique géniale. OK. On n'imagine pas Napoléon, la veille d'Austerlitz, convoquant ses maréchaux et leur disant « Messieurs, on est dans la merde. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, management participatif, que chacun donne son avis. » Non, ça, ce n'est pas notre imaginaire du chef. Pas comme ça qu'on l'imagine, hein, particulièrement nous, Français. Non, Napoléon dit « Je fais les plans de mes batailles avec les rêves de mes soldats endormis. » Autrement dit, vous pouvez dormir parce que le chef sait où il va. D'accord? Donc, il est... L'aura du chef est dans le système de valeurs de certitude. D'ailleurs, je suis assez frappé, en France, on parle de grand chef d'entreprise. Et vous savez ce que c'est qu'un grand chef d'entreprise? C'est un chef de grande entreprise. Et cette confusion sémantique n'est pas insignifiante, parce qu'elle nous dit que la grandeur passe de façon eucharistique de l'entreprise à son chef. C'est assez intéressant. Moi, ça m'a entraîné loin, la question. Où est le micro? Allez-y, cher monsieur. Je voudrais revenir sur l'histoire d'Eisenhower disant si jamais le Sud-Vietnam tombe, l'ensemble du Sud-Est asiatique tombera comme des dominos. Il me semble que le problème d'un chef, c'est qu'il est obligé d'avoir un très grand recul par rapport au terrain, sinon il ne peut pas réfléchir. Et le problème est de s'interroger sur la loi qu'il prétend comprendre et non pas sur le terrain. C'est-à-dire que s'il avait Newton, qu'il a écrit tout après, qu'il n'y avait que les systèmes communautaires exogames qui devenaient communistes, il aurait vu effectivement que ça s'arrêterait à Cuba et au Vietnam. Il ne pouvait pas le savoir. Donc je crois que le problème n'est pas de s'interroger sur les représentations uniquement, mais c'est de s'interroger sur la loi qu'on prétend canaliser. C'est-à-dire que un vrai chef d'une entreprise ne peut pas uniquement gérer au feeling ou au bon sens. Il est beaucoup trop loin. Donc le problème est de savoir comment il voit la loi, comment il réagit. J'ai une histoire toute simple, j'ai eu par personne à la poser. J'ai une conversation avec Bani Sadr, qui était donc le chef des Iraniens. Le président des Iraniens. Et alors, il avait lu, comme moi, le livre de Malaparte sur le coup d'État. Théorie du coup d'État. Exactement. Et il considérait qu'il allait gagner puisqu'il avait la légitimité démocratique pour lui. Et puis, il a constaté qu'il avait perdu. Et il avait perdu parce qu'en fait, dans un système musulman, cette légitimité n'existe pas. Donc, on peut se tromper. Un président de la République ne peut pas faire autre chose que de croire qu'il a des lois qui les canalisent. Et le problème est de savoir si cette loi marche ou ne marche pas. Donc je pense qu'il y a un degré d'analyse à rajouter pour vraiment gérer les représentations. Oui, ce que vous dites me fait penser à la deuxième loi, la deuxième règle, la théorie des organisations. Dans la théorie des organisations, il y a deux règles absolues. Enfin, absolues. Deux règles à laquelle il faut bien penser. La première, c'est que les acteurs sont intelligents. Autrement dit, quand les gens n'appliquent pas les choses intelligentes que vous leur avez prescrites, vous avez tendance à penser qu'ils sont bêtes et qu'ils ont mal compris, puisque ce que vous avez prescrit est intelligent et qu'ils ne le font pas. Alors qu'en fait, eux, ils ont un problème à résoudre, un système de contraintes et un système de ressources, et dans ce cadre-là, ils ont une intelligence stratégique. Les acteurs sont intelligents. Vous savez, c'est la question que pose Mintzberg, Henri Mintzberg, dans son livre « Grandeur et décadence de la planification stratégique ». Il dit, quand on interroge des grands chefs d'entreprise qui ont fait des grands échecs, avec lesquels ils ont fait des grandes pertes qui sont payées par des tout petits porteurs, hein,
comme chez Boeing où on ruine les petits porteurs en faisant des gros. Eh bien, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent la stratégie était brillante, mais les gens en dessous étaient trop bêtes pour comprendre combien la stratégie était intelligente et l'appliquer. Autrement dit, il faut qu'on communique mieux. Ce qui est une façon de dire, moi je suis intelligent, vous êtes bête, mais si je vous explique 3 fois, vous finirez par comprendre. Vous allez voir. Bon. Ça, c'est la vision, je dirais, des grands sachants, au sens de l'oral de l'ENA. Bon. Mais Mintzberg dit, les gens en dessous pourraient répondre, mais vous qui êtes si intelligent, pourquoi n'avez-vous pas été assez pour comprendre combien nous sommes bêtes et en tenir compte dans votre stratégie? Ce qui est une excellente question. Maintenant, j'en viens au deuxième postulat de la théorie des organisations. La réalité de l'acteur n'est compréhensible que sur le terrain de l'acteur. Je suis bien d'accord que le chef doit avoir quelques idées directrices dans sa stratégie, voir les choses dans ses hauts et ne pas se laisser perturber par certains détails. Cela étant, quand je suis secrétaire à la défense, je fais la guerre du Vietnam, qu'il y a une accumulation de signes, d'accord, là, je dois aller voir ce que vit l'acteur. C'est-à-dire que, bien sûr que le chef, il voit les choses de haut, mais de temps en temps, il y a quand même des signaux, et c'est là où, d'ailleurs, McNamara réagit en chef d'entreprise, parce que ce qu'il a fait, Johnson aurait dû le faire. C'est qu'en tant que patron de Ford, il était habitué à ça. Il sait que quand il y a des signaux à répétition, là, il faut qu'il quitte son grand bureau et qu'il aille dans l'atelier demander à l'ouvrier comment ça se passe. Il y a ce double mouvement. La réalité de l'acteur n'est compréhensible que sur le terrain de l'acteur. Méfiez-vous toujours des gens qui vous parlent de la réforme d'organisation qu'ils n'ont pas été voir. Les gens qui vous expliquent ce qu'il faut faire pour l'université alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Parce que, au fond, la réalité des acteurs va leur échapper. Donc il y a ce double mouvement, me semble-t-il. Je ne dis pas ça pour contredire votre propos. Je reviens un instant sur votre propos, je rebondis. Il y a beaucoup de très grandes entreprises qui font appel aux mêmes consultants et qui appliquent quasiment les mêmes recettes. Alors pourquoi? C'est-à-dire qu'elles vont faire la même chose que les autres, et donc, etc. La stratégie d'offre, en l'occurrence, semble avoir disparu de l'horizon. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas de formation école de commerce, je suis ingénieur. Donc, a priori, je sais que les ordinateurs ne font pas des milkshakes. Mais cela étant, l'année dernière, j'ai reçu dans mon club APM un professeur de marketing d'une école de commerce. Pas la vôtre, mais une école bien réputée. Et il a fait la même remarque. Il a dit, voilà, nous, à nos élèves, on ne leur parle que d'innovation. Et puis, il nous a montré les rayons de Darty, les fers à repasser. Il a regardé, toutes ces générations de gens qui ont parlé d'innovation, ils font tous la même chose. Parce qu'en fait, ils font des études de marché. Et donc, ils vont se mettre dans la baisse tendancielle et taux de profit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette double tendance dans les entreprises et dans l'économie, de gens qui poussent à l'innovation, stratégie d'offres, etc. Et puis, vous avez toujours des gens qui sont des suiveurs et qui se mettent en risque pour ça. Donc, moi, je suis un fervent partisan de l'innovation. Et si vous voulez me faire dire que je trouve que les grandes entreprises ne sont pas toujours innovantes, vous n'aurez pas à me pousser beaucoup, sauf que je travaille beaucoup dans les PME. Donc là, si je commence à parler d'une entreprise, je vais faire ce que j'ai dénoncé, c'est-à-dire parler d'une réalité que je connais assez peu. Et puis je pense que ce n'est pas partout pareil. Mais oui, j'entends ce que vous me dites et je ressens une frilosité par rapport à ça. Personnellement, je dirais que je ne crois pas du tout au concept de crise. D'abord parce que, comme je suis né en 1955, la crise, j'entends parler depuis 1971. Toutes les semaines. Or, la crise, s'il y a une discontinuité qui dure 42 ans, c'est bizarre. Donc, vous voyez, j'arrive à un âge où il y a des blagues qu'on ne peut pas me faire toutes les semaines. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans le système d'information, on vous parle de la crise, etc. Mais quand vous regardez, quand vous vivez dans le terrain économique, vous apercevez qu'il y a plein d'entreprises qui vivent extrêmement bien, qui se développent, etc. Bon. Donc en fait, ça ne correspond pas à la granularité du terrain. Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement,
c'est vrai pour les pays, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les individus. Les gens qui ont des stratégies s'en sortent bien. Les gens qui n'ont pas de stratégie s'en sortent moins bien. Alors effectivement, quand l'économie est un peu moins brillante, le phénomène a plus de violence. Comme dit Warren Buffett, quand la mer baisse, c'est là qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot. Certes, mais il y a vraiment là-dessus rien de nouveau. C'était déjà vrai, je pense, il y a un siècle. Donc je ne suis pas très intéressé par cette notion de crise. D'abord, je suis membre de la Ligue des optimistes de France. Et puis parce que je pense qu'on doit être, nous, plus intéressés à l'utilisation qu'on fait de nos marges de manœuvre et de notre pouvoir. Je suis quand même assez frappé de voir que beaucoup de gens qui ont des pouvoirs, ils ont une puissance financière, ils dirigent une entreprise, ils ont des dizaines de milliers de salariés, etc. Quand on les écoute, souvent ils passent quand même 90% de leur temps à parler de choses sur lesquelles ils ne peuvent rien. Il n'y a rien qui m'insupporte plus que les dîners de chefs d'entreprise où ils tapent sur les hommes politiques. Au lieu de s'occuper de leur entreprise. Je dis, puisque vous avez du pouvoir, puisque vous êtes des hommes de pouvoir, intéressez-vous à l'exercice de votre pouvoir, ce sur quoi vous pouvez quelque chose. Mais je le remarque pareil dans les missions de stratégie. Je peux vous dire que le dirigeant qui n'a pas de stratégie, je le remarque à la premier entretien, parce que d'abord, il m'explique toutes les conneries que font ses concurrents et ce qu'ils devraient faire. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais attendez, vous me payez pour faire la stratégie de vos concurrents ou la vôtre? Ça, c'est... écoutez de temps en temps parler des grands chefs d'entreprise, ils expliquent ce que doit faire le Premier ministre. Vous écoutez le Premier ministre, de temps en temps, il explique ce que devraient faire les chefs d'entreprise. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais si chacun faisait son boulot, déjà, au lieu de dire à l'autre ce qu'il devrait faire. Donc, je suis assez frappé par le fait que les hommes de pouvoir n'ont pas ce que les anciens appelaient la justesse. C'est-à-dire la justesse du pouvoir, c'est d'agir, c'est ça le courage, hein, d'après les stoïciens, ce sur quoi je peux quelque chose. C'est-à-dire, si je suis chef d'entreprise, ma stratégie, si je suis ministre de l'économie, le budget, voilà. Me semble-t-il. Dites bonjour au micro. Bonjour au micro. Une question simple, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est plus important de désobéir ou de le faire savoir? Parce que finalement, Napoléon, sur le pont d'Arcole, il tombait dans l'eau. Mais c'est pas ça qu'on a retenu. Napoléon était extrêmement doué en marketing. Il est même probablement, avec Louis XIV, un des grands inventeurs du marketing politique, politique en France. Alors, là, ça me fait penser, que vous dites, c'est effectivement, le faire savoir peut créer ce qu'on appelle en sociologie un mème. M-E, accent grave, M-E. Un mème, c'est une idée qui se propage parce qu'on la répète. Et il y a des entreprises qui ont fondé leur stratégie sur cette idée-là. Ce qu'on appelle la stratégie d'inversion des codes. Alors la première entreprise connue qui a fait ça, c'est Ikea. Ils ont pris tous les codes de l'ameublement et ils ont fait tout l'inverse. Et ils ont pris 10% du marché en Europe. Pourquoi? Parce que quand vous inversez les codes, ça se remarque. Si les premiers, par exemple, il y a 25 ans, dans un catalogue Ikea, il y a 20 ans, on vous présentait une pièce meublée et avec un couple, et c'était volontaire, il y avait la femme à l'ordinateur et le monsieur qui passait l'aspirateur. Oui, inversion des codes. Par rapport au catalogue de la Redoute, où il y a 20 ans, vous ne risquiez pas de voir monsieur passant l'aspirateur. Hein. Chaque fois qu'il y avait un aspirateur, c'était toujours une femme qui le tenait. D'accord? C'était dans les codes. Voilà. Donc, effectivement, il y a dans cette idée de désobéissance qu'elle est reprise en stratégie dans cette notion d'inversion des codes, et moi c'est une idée que dans certaines circonstances j'utilise avec mes clients. Bon, je ne peux pas les citer parce que c'est ce que je fais confidentiel, mais cette stratégie d'inversion des codes a effectivement un impact, un intérêt parce qu'elle a un impact de communication. La même appel, le premier slogan d'appel, c'est des films différentes. Oui. Faire acte de désobéissance comme le grand slogan d'entreprise. Steve Jobs, bien sûr.
Alors, j'avais une question. Moi, je suis spécialiste des liens inconscients, des sciences cognitives appliquées au management et à la décision. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, vous touchez du doigt sans effectivement expliciter toutes les recherches qui ont été faites récemment par Kahneman. Oui, système 1, système 2. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce côté, donc l'instinct, entre guillemets, la décision qui se fait au niveau inconscient et qui va ensuite très fortement influencer nos décisions qu'on va essayer de prendre de manière rationnelle, en étant souvent biaisé. Alors du coup, vous parlez effectivement de se méfier de ce type de décisions qui peuvent être dues à justement une perception inconsciente parfois ou consciente fausse, et en même temps, vous dites qu'il faut savoir par moment écouter cet instinct pour désobéir justement à des faits qui peuvent nous amener à prendre une mauvaise décision. Alors, quelle relation est-ce qu'il faut avoir avec cet instinct, avec ces décisions inconscientes voilà. Dans quelle mesure il faut lui obéir, lui désobéir, ou quel autre critère prendre en compte pour savoir comment jouer avec? Oui. Les spécialistes du fonctionnement du cerveau, il y a une notion qu'on utilise beaucoup en entreprise et qu'ils n'utilisent pas, c'est celle d'intuition. Et ils ne l'utilisent pas parce qu'elle est mal définie. On ne sait pas trop, donc on connaît le cerveau rationnel, on connaît le cerveau émotionnel, on connaît le cerveau instinctif, et on commence à connaître des choses sur leurs interactions. Bon. Alors, ce qu'on sait sur la décision, c'est que la décision, c'est l'arrêt du processus rationnel. C'est-à-dire que je décide, non pas avec ma rationalité, j'éclaire ma décision avec ma rationalité, mais je décide quand j'arrête de raisonner, et donc je décide avec mon émotion. Et ça a été prouvé par les travaux d'Antonio Damasio. Les gens qui n'ont la partie du cerveau émotionnel qui ne fonctionne pas ne peuvent pas prendre de décision. Donc, et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à ces décisions, qu'il ne faut pas peser le pour et le contre, qu'il ne faut pas s'informer, etc. Ce que je vous dis, c'est n'espérez jamais que tout ce processus prendra la décision à votre place. Donc les décisions sont prises par des décideurs, non pas par des raisonnements. Et le décideur, il a 3 cerveaux, et au moment de décider, il arrête de raisonner. Pour une raison simple, c'est que la raison ne conclut pas. Et elle ne conclut pas parce qu'elle nous oblige, parce que la décision va nous conduire finalement à faire quelque chose que la raison interdit, c'est comparer ce qui n'est pas comparable. Exemple tout simple, je passe devant une vitrine, je vois une paire de chaussures, 125 €, elle me plaît. J'achète, j'achète pas. Et là, je vais comparer 2 situations. Une situation où j'ai les chaussures et 125 € de moins, et une situation où je n'ai pas les chaussures et j'ai toujours mes 125 €. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité de mesure commune à ces 2 situations. Ce n'est pas comme la gestion de trésorerie, ce n'est pas un calcul. Donc, en décidant, je suis obligé de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire de faire ce qu'on m'a interdit de faire à l'école, d'additionner des choux et des carottes. Vous vous souvenez, on a tous appris ça. N'additionnez pas les choux et les carottes. Enfin, selon la région, les légumes changent, mais l'idée est la même. Bon. Donc, je décide au moment où j'arrête de raisonner. Alors après, comment ça se transpose dans la stratégie? Moi, ce que je constate, et là, je ne parle plus de la décision qui est la matérialisation instantanée de la stratégie, mais de toute l'élaboration de la stratégie au cours des années. Ce que je constate, c'est que les chefs d'entreprise, je travaille surtout dans l'univers de la PME, quand j'arrive pour travailler avec eux, ils ont tous des intuitions fortes sur leur stratégie. Et heureusement. Et ils ont fonctionné comme ça, et ils ont plutôt bien fonctionné puisqu'ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'ils connaissent leur métier, ils connaissent leurs concurrents, ils connaissent leur marché, ils connaissent leurs produits. Si avec tout ça, ils n'ont pas quelques intuitions sur la façon dont ça fonctionne, ils n'y arriveront jamais. Donc ils ont des intuitions fortes sur leur stratégie. Le problème, c'est que l'intuition est un mode de rapport au réel qui se reproduit et qui n'a pas d'extérieur. Autrement dit, ils tournent en rond dans leur intuition. Tant que ça réussit, tout va bien. Sauf qu'un jour, il se passe... Donc, si vous voulez, si le monde ne change pas, dans un isomonde, ce qui a réussi hier réussira demain. Donc vos intuitions d'hier, vous n'avez pas besoin de les remettre en question, elles réussiront demain. Le problème, c'est que tous les uns et les autres, de temps en temps, il se passe des trucs qui viennent percuter nos intuitions. Et là, je me dis, ouf, je suis en danger, il faut que je réélabore mon intuition. Et là, je suis emmerdé parce que je suis tout seul et je n'ai pas d'extérieur à mon intuition. Donc, je tourne en rond. Et là, moi, ce que je fais en stratégie, c'est que je passe par un processus rationnel et analytique. Je dis au chef d'entreprise, ok, tu as tes intuitions, parfait, je respecte, je fais comme Ericsson. Je dis maintenant, on va reprendre le problème par un autre angle. On va tout analyser. Non pas pour te dire que l'analyse est supérieure à l'intuition. L'analyse, elle a simplement
cet avantage d'être extérieure à l'intuition. C'est-à-dire qu'elle est factuelle et elle est logique. Et puis après, on va regarder là où ça correspond, là où ça ne correspond pas. Hein? Donc ce dialogue-là, c'est pas il y en a un qui sait, il y en a un qui ne sait pas. C'est vraiment un dialogue entre deux personnes qui détiennent un bout de la méthode. Moi, peut-être parce que je suis ingénieur, bien qu'il y ait prescription, parce que ça s'est passé il y a longtemps, sauf si bien sûr vous estimez que c'est un crime contre l'humanité imprescriptible, ce qui ne me semble pas totalement prouvé, mais donc je dis, moi j'ai pas d'émotion par rapport au truc. Vous me dites A, vous me dites B, simplement je fais une construction logique. Et là je vous dis, ça c'est pas logique, ça tient pas, ça je comprends pas, etc. Hein, et on va ajuster les choses. En tout cas, bon, c'est un peu à la fois analytique et empirique comme façon de faire, mais c'est comme ça que je fais. Et bon, voilà. Je suis assez carré, assez logique. Et vous voyez où mon problème? C'est marrant parce que quand je dis que je fais du conseil en stratégie, la première question qu'on me pose toujours dans un dîner, c'est comment tu peux conseiller des entreprises dans des domaines que tu ne connais pas? Et moi, la question que je me pose, c'est comment je peux conseiller des entreprises dans les domaines que je connais. Parce que quand je connais le domaine, je commence à en partager les intuitions. Mais si j'en partage les intuitions, mon pouvoir d'interpellation par l'analyse s'émousse. Donc, quand je sais trop de choses sur le domaine, j'essaye de faire comme si je ne savais rien. Je dois avoir une excellente ignorance des intuitions du domaine. Enfin, je les écoute, mais... parce que des fois, les gens me disent « Non, mais ça, on ne va même pas en discuter, c'est évident, c'est comme ça, dans le secteur, tout le monde le sait. » C'est là que moi, j'ai une loupiote qui s'allume. Ouais, ben expliquez-moi pourquoi. Okay, puis c'est pas, comme disait Niels Bohr, hein, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour comprendre. Dernière question, on va arriver un petit peu plus important. Allez, Xavier. Alors, en t'écoutant, je te remercie. C'est très intéressant. Je dois prendre des décisions en ce moment sur mon entreprise, choisir un site internet. Puis je me dis, finalement, tout ça, je me dis, ça m'encourage à faire de la rupture, à changer les codes, etc. Puis je me dis, mais finalement, ce qui monte en moi là, c'est la peur. Et alors, je vais te demander un petit peu là-dessus, parce que je me dis finalement, l'esprit rationnel, discuter des chiffres, etc., c'est très rassurant. L'intuition, partir dans la rupture, changer les codes, ça fait extrêmement peur. Donc j'ai une question là-dessus. Bon, qu'en est-il de la peur? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est quand même pas mieux? Et les gens que tu as pu voir et qui ont réussi dans la stratégie, est-ce que c'est des gens qui n'ont pas peur? Bon. Alors, je vais te répondre en te racontant la discussion que j'ai eue avec mon fils il y a 13 ans, hier soir. Donc, il a pris 5 heures de colle dans la matinée, dont une punition collective. Et là, il a dit, c'est dégueulasse, il faut qu'il y en ait un qui aille voir le directeur, le proviseur. Évidemment, qui veut y aller? Personne, il y va, et il se prend 2 heures en plus. Bon. Pourquoi, me dit-il? Parce qu'il dit, je suis entré dans le bureau du proviseur et il m'a hurlé dessus. Et donc, au bout d'un moment, je suis sorti en claquant la porte. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, premièrement, bon, d'abord, j'ai beaucoup rigolé de son histoire, mais bon. Je lui ai dit, moi, il y a quelque chose qui me plaît dans ton histoire, c'est que tu as été dans la justesse de ce que tu croyais devoir faire. C'est-à-dire que tu t'es montré libre. Je ne dis pas que tu as eu raison d'aller voir le proviseur, mais si tu croyais que tu devais le faire et tu l'as fait. Donc, en ce sens-là, tu as fait preuve de courage. Parce que dans ceux qui n'y ont pas été, il y en a qui croyaient que c'était juste quand même. Mais, je dis, par contre, tu n'as pas eu assez peur. Parce que quand tu as claqué la porte, tu n'es plus dans la justesse de ton acte. Tu es dans la colère. Et donc, je lui dis, si tu veux être libre et être dans la justesse, c'est ça la question que tu poses, c'est que c'est dangereux. Ça, c'est dans Platon. Hein. Platon dit que la vérité est dangereuse. Et donc, il faut que tu apprennes à te protéger aussi. Au fond, c'est comme ça qu'on peut lire la mort de Socrate. C'est que Socrate est condamné parce qu'il n'a pas appris à se protéger. Donc, après, il y a des questions de tempérament. Hein. Ce que tu as dit, j'ai peur de rompre avec les codes, etc. C'est pas la première fois que je l'entends, mais c'est pas quelque chose que je ressens. Si tu veux. Donc, j'ai jamais ressenti ça. Ce type de peur-là. J'en ai ressenti d'autres, mais pas celle-ci. Bon. Donc, j'en parle de façon plus lointaine. Maintenant,
Étienne de la Boétie, l'ami de Montaigne, a écrit ce fameux texte sur la servitude volontaire. Et il dit quoi? Il dit que la plupart des hommes ne veulent pas la liberté, ils veulent la soumission, parce que justement c'est plus rassurant. Ce qui rejoint les réflexions de Jean-Pierre Dupuy. Jean-Pierre Dupuy, le philosophe, fait une réflexion je trouve très intéressante sur le libéralisme. Il dit finalement il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que le libéralisme est la doctrine politique qui porte la liberté, et c'est la doctrine la plus haïe dans les démocraties qui ont comme la liberté comme fondement de leurs valeurs. Il dit alors pourquoi? Mais il dit mais c'est tout simple. Il dit parce que si vous êtes libre, vous êtes responsable aussi de vos échecs. Or, tous, les uns les autres, nous savons qu'un jour, nous allons nous prendre les pieds dans le tapis, inévitablement. Oui, mais ce jour-là, si je considère que je suis libre, je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même, donc j'aurai une blessure narcissique. Donc c'est la peur d'une blessure narcissique. D'accord ? Si j'ai fait comme tout le monde et que je me suis planté, c'est pas grave. Si j'en ai fait qu'à ma tête et que je me suis planté, alors là, je suis vraiment... bon. Donc, effectivement, il dit... La conclusion de Jean-Pierre Dupuy, il dit... Dans les pays libres, les gens détestent le libéralisme parce qu'une société libérale fait profondément souffrir les hommes. Et c'est un constat que l'on peut faire. Je ne suis pas sûr que la plupart des hommes aient envie d'être libres et responsables. Maintenant, moi, là, on entre plus dans un champ moral. Je me situe dans la tradition stoïcienne qui dit que la plus grande des vertus, c'est le courage, et que le courage, c'est agir sur ce qui dépend de moi et être lucide sur ce qui n'en dépend pas. Je pense que quand on est en poste de responsabilité, il faut mieux s'inspirer de ça. Mais dire que je l'observe partout et toujours serait peut-être très légèrement exagéré.